ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je me coupe de tout ça et je me dis: «OK, comment je fais pour régler le problème?» Mécaniquement, simplement, juste, des faits. Qu'est-ce que j'ai? J'ai froid, OK. Est-ce que je sens mes doigts? Non. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Anthony Bosredon, qui est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 13, dans lequel il est venu parler de son parcours sportif, mais aussi de son défi, qui est d'être finisher de son premier 100 miles. Donc si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je peux que te le conseiller. Mais aujourd'hui, s'il est de retour, c'est pour la partie 2, le débriefing, dans lequel Anthony va nous emmener sur son parcours et nous faire découvrir sa course. Et si tu n'es pas abonné à l'Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast ou bien le compte Instagram d'Anthony, tu es sûrement pas au courant du résultat de cette course. Donc on va éviter de te spoiler trop rapidement dans ce débriefing. Et pour les autres qui le savent, je vous invite en tout cas à découvrir sa course. Ne perdons pas trop de temps et allons tout de suite à la rencontre d'Anthony. Salut Anthony, comment tu vas? Salut Alexandre, ça va très bien et toi? Eh bah écoute, moi ça va plutôt bien. C'est plutôt à toi qu'il faut demander. Mais avant toute chose, pour ceux peut-être encore qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, mais également nous présenter ta course, donc le 100 miles auquel tu as participé? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Anthony, j'ai 37 ans, coureur d'ultra trail. J'habite au Québec, dans la jolie ville de Sherbrooke. Je suis père de 3 enfants. Ça fait 10 ans que je vis au Québec. Donc, avant, j'étais en France, en région parisienne. La course que j'ai fait, c'est le 100 miles Canyon Endurance by UTMB. C'est un 100 miles qui a lieu dans la ville de Auburn, qui est en Californie, donc à disons 2h30, 3 heures de San Francisco. Et cette ville a la particularité d'accueillir, entre autres, la Western State, qui est un 100 miles très connu. C'est l'un des premiers 100 miles qui était, en fait, c'était une course de chevaux à l'époque. Et quelqu'un un jour s'est dit, bah tiens, si on la faisait en courant. Et donc, c'est parti comme ça. Donc, cette ville, le maire l'a même rebaptisée la ville de l'endurance trail. Donc on va reprendre, si tu le veux bien un petit peu, à environ une semaine avant la course. Bah, raconte-nous déjà comment est-ce qu'en fait tu t'es rendu sur la course? Toi donc tu habites au Canada et donc la course est en Californie. Comment tu t'es rendu? Est-ce que tu es allé tout seul ou avec, des amis ou des membres de la famille? J'y suis allé avec une amie. En fait, c'est ça que j'adore sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est qu'on rencontre des gens super et qui partagent les mêmes passions que nous. Donc, il y avait quelqu'un que j'avais rencontré sur Instagram, 2 personnes qui sont Sarah Maud et Julien. Et qui eux allaient faire la course aussi. Donc Sarah Maud sur le 50 km et Julien sur le 100 km. Et donc j'ai pris l'avion avec Sarah. On s'est retrouvés après avec Julien à Auburn. Et résultat, on a passé un très bon voyage tous ensemble. Niveau alimentaire, comment ça passe pour toi la semaine d'avant-course? Est-ce que tu as un régime spécifique ou des choses que tu mets en place, des routines, des habitudes? La semaine d'avant-course, je diminue énormément tout ce qui est aliments gras.
pour vraiment que les intestins n'aient pas de problème, que la digestion n'ait pas de problème. J'ai réduit aussi les légumes, j'ai réduit les fruits. Donc, je vais vraiment sur des aliments tels que les pâtes avec un tout petit peu de sauce, de la pizza aussi qui apporte énormément de glucides et qui est quand même assez facile à digérer. C'est toujours un petit stress quand on est dans un autre pays, comme là par exemple Québec-San Francisco, c'est 6 heures d'avion. Parce que est-ce qu'on va retrouver les mêmes choses? Est-ce que dans le restaurant dans lequel on va aller, par exemple, la sauce tomate de la pizza est préparée avec des aliments qui vont faire en sorte que tu vas mal les digérer ou quoi? Surtout pour moi qui ai des problèmes d'intestin. Donc c'est toujours un petit stress là-dessus, mais finalement, ça s'est très bien passé cette semaine avant course au niveau nutrition. J'ai aussi, je le mentionne, la veille de la course, je fais une surhydratation. Donc je bois énormément d'eau. Je peux boire jusqu'à 4 litres d'eau dans la journée avant la course et ça permet en gros de gorger ton corps d'eau, ce qui va éviter, ce qui va éviter d'avoir à boire trop d'eau d'un coup au début de ta course, donc au niveau digestion et en plus de ça, ça permet au niveau hydratation d'avoir déjà une petite longueur d'avance. Pour ceux qui voudraient essayer la surhydratation, je précise, c'est seulement la veille de la course. Si on commence un peu trop tôt, le corps va faire de la rétention d'eau et là, ce sera vraiment pas bon pour la course. OK, bah, merci en tout cas pour ce conseil. Et donc tu parles un petit peu niveau stress, niveau mental, comment ça s'est passé pour toi? En tout cas, tout on va dire la veille de course, et au matin de la course? Alors, je fais beaucoup de préparation mentale. Moi, je suis quelqu'un qui adore ça et qui croit en les vertus de ce genre de préparation. Pour moi, c'est aussi important que de travailler le physique. Et bizarrement, à l'approche de cette course-là, j'étais serein. Je m'étais dit, je me disais, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai mis tout l'entraînement que je pouvais, dans le temps que je pouvais, dans l'hiver québécois, au travers du respect de ma vie de famille, du temps passé avec mes enfants et tout ça. Fait que j'étais serein en arrivant à la course. Je savais que j'avais fait mes devoirs. Ça reste une course qu'on peut rater, qu'on peut abandonner, qu'il y a des choses qui peuvent mal se passer. Mais j'étais quand même dans un état vraiment calme et prêt à affronter ce défi. Pour revenir sur les heures d'entraînement, est-ce que tu pourrais nous redire, le nombre d'heures que tu faisais par semaine pour t'entraîner à cette course? Je fais 4 entraînements par semaine et en tout, ça fait on va dire, entre 5 et 8 heures d'entraînement par semaine, et au niveau kilomètres de course, ça fait entre, 30 et 50 kilomètres de course par semaine avec du dénivelé. Et comment t'expliquerais parce que du coup, l'autre fois, on avait enregistré, la partie 1 et quelques jours après, je me dis: «Ça, je t'ai pas posé la question», mais pour moi, j'avais mémoire que pour un 100 miles, donc un 160 kilomètres, en tout cas environ autour des 160 kilomètres, les personnes qui s'entraînaient pour l'ultra trail sur ces distances, voire même moins, s'entraînaient en termes d'heures hebdomadaires, avec des voilà, un total horaire beaucoup plus conséquent. Comment, est-ce que c'est pour toi, c'est quoi? C'est un manque de temps ou tu aimerais faire plus? Ou toi, tu te rends compte qu'en faisant ce nombre d'heures, ça pouvait déjà t'emmener, bah, aux 100 kilomètres que tu avais déjà eu fait? C'est une question très intéressante et en fait, je ne pourrais pas en faire plus et je n'aurais pas envie d'en faire plus. Je suis quelqu'un qui pense que le repos fait partie de l'entraînement. Les journées de repos, les journées où on ne fait rien, c'est pas des journées perdues, c'est des journées où le corps se répare, c'est des journées où le corps apprend. Donc finalement, si tu intègres pas des journées de repos, tu vas juste apprendre moins vite, avoir plus de blessures et ça va moins bien se passer. C'est marrant parce que Mathieu Blanchard a justement fait un post là-dessus cet hiver en disant qu'il s'est moins entraîné en course à pied et paradoxalement, c'est là où il a fait ses meilleurs chronos. Donc c'est ça, non, je voudrais pas en mettre plus et puis de toute façon, il faut un peu voir où est-ce qu'on se situe. C'est sûr qu'un élite pour un 100 miles, il doit passer énormément de temps à courir et cetera. Mais à mon niveau, puis je me considère comme un coureur, on va dire moyen, heu, on
on peut pas, il faut pas prendre exemple sur les élites. Il faut pas se dire, je vais mettre 15 heures d'entraînement dans la semaine et en plus de ça faire ma journée de travail et en plus, jouer avec mes enfants, m'occuper de mes enfants et tout ça. Parce que sinon, c'est clair que ton corps, il va le subir et au bout d'un moment, ça va craquer et malheureusement, en général, ça craque souvent, quelques jours ou quelques semaines avant la course. Très bien. En tout cas, tu sais qu'avec ces mots que tu as là, je pense qu'il y a beaucoup, peut-être, qui vont repenser, bon, comme tu dis, pas les élites évidemment, parce qu'ils ont pas les mêmes contraintes de résultats en tout cas, qui vont peut-être repenser l'entraînement parce que, voilà, on en saura un peu plus sur ta course dans les minutes qui vont suivre, dans ce podcast-là. Mais, sachant que tu avais déjà fait un 100 ou 125 kilomètres, si je me trompe pas, avec, ce genre d'entraînement hebdomadaire, ça peut quand même donner pas mal, d'idées, en tout cas aux personnes peut-être qui, voilà, ils voulaient faire peut-être 100 kilomètres, même 80 kilomètres et qui s'entraînaient trop, peut-être par rapport, on parle beaucoup sur ce podcast-là de l'adéquation entre la vie privée, professionnelle et sportive. Peut-être que des fois ça déborde un petit peu trop le sport sur les 2 autres, facettes de leur, quotidien et peut-être qu'avec un parcours comme le tien, ça va peut-être leur faire repenser, leur entraînement et peut-être intégrer moins et plus de repos, faire plus de qualité, peut-être pour atteindre leur objectif, même peut-être même plus facilement finalement. Donc en tout cas, merci en tout cas pour cette expérience que tu nous partages là en tout cas. Ah, ça me fait plaisir et puis, ce que je pourrais dire à ceux qui vont écouter l'épisode, c'est essayer le repos. Souvent, et puis ça peut faire partie de la préparation mentale. Souvent, il y a des gens qui vont se dire: «Je m'entraîne pas, je stresse», j'ai déjà vu sur, les réseaux sociaux, par exemple, des gens qui disent, «Bah, je suis malade aujourd'hui, fait que je vais pas faire ma sortie longue. Ah, mon programme, c'est horrible, je saute ma sortie longue du programme. Est-ce que ça veut dire que je dois faire 2 sorties longues la semaine prochaine? Mais qu'est-ce qui se passe et tout?» Les gens sont complètement perdus, alors que non, tu es malade, tu laisses ton corps, se réparer, à la limite, tu réduis l'intensité et c'est pas grave. C'est pas pour une journée de repos que tu vas prendre, dans ta semaine de plus que, tu vas rater tes objectifs et comme j'ai dit, au contraire, ça va avoir des vertus bénéfiques. Fait qu'hésitez pas, essayez le repos, ça va être très bénéfique pour vous. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est que les entraînements, de toute façon, sont toujours propres à chacun, propres à l'emploi du temps de chacun. Mais ça, en tout cas, ça vaut le coup, je pense, d'essayer et de voir au cas par cas ce que ça peut, en tout cas, apporter. Alors, si tu le veux bien, on va s'approcher, de la ligne de départ et je vais déjà te laisser nous imager un petit peu ce que tu vois sur cette ligne, comment tu ressens, ce départ, comment tu es mentalement, voilà, parle-nous un petit peu de la météo un peu sur ce départ de course. Alors, on le savait, les jours d'avant, la météo était assez changeante et puis ça nous annonçait de la pluie sur le parcours avec, quand même, 18-19 degrés pendant la journée et puis 9 la nuit. Donc, je sors de l'hôtel, je suis serein, je suis concentré. J'ai eu beaucoup de messages, que ce soit de mes amis, ma famille, aussi des gens que j'ai rencontrés sur Instagram qui me motivent et qui me permettent de commencer à me mettre un petit peu dans ma bulle. J'ai 45 minutes, de navette, pour arriver au départ. Là, on voit un spectacle magnifique, le canyon, vraiment à des vues qui sont incroyables, sur le canyon, qui se trouve à cet endroit-là et plus on approche de la ligne de départ, en bus et plus la pluie se met à tomber et on a l'impression quand même qu'il commence à faire un peu froid et effectivement, quand on sort du bus, il fait froid et la pluie, commence à bien tomber et là, la course change complètement par rapport à ce qui était annoncé. Il est 9 heures le matin, puis on aurait dû avoir de la pluie aux alentours de 11 heures, mais là, dès 9 heures, il se met à pleuvoir et à faire froid. Donc sur la ligne de départ, je le sais que dès le début de la course, il va falloir gérer ce problème-là. Moi, je suis quelqu'un qui me refroidit très rapidement, puis de toute façon, n'importe quel coureur peut être sujet à ça. Sur la ligne de départ, 5 minutes avant de partir, je mets mes écouteurs dans les oreilles. Moi, j'ai une musique, j'ai toujours cette petite tradition. Je me mets la musique d'Eminem, Lose Yourself, Mmh. dans les oreilles. Et là, c'est parti. Je me mets dans ma bulle. Je suis concentré sur la course. Une fois la musique finie, c'est l'organisation de la course qui nous met l'hymne américain. Ça aussi, ça fait son petit effet.
Et puis 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour 100 miles. Eh ben écoute, je te laisse nous emmener avec toi sur cette course. Et puis moi, je reviendrai si besoin sur des points. Et en tout cas, on abordera des questions à la fin de ton récit. Oui, alors on part, il faut savoir que le départ, ce qui n'est pas commun sur cette course, c'est une descente. C'est une descente sur à peu près 7 kilomètres. Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet de nous réchauffer. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que j'avais rentré mes mains à l'intérieur de mes manches et pour éviter d'avoir froid, parce que je sentais plus mes doigts, bah, je me suis servi de l'air que j'expire, qui est chaud, qui est à température du corps, pour souffler cet air-là directement dans mes manches. Donc ça faisait un petit peu bizarre, mais ça m'a permis au bout de quelques kilomètres de me réchauffer. Le terrain était rendu assez glissant à cause de la pluie. Donc il y avait des passages qui étaient quand même assez techniques, mais globalement ça allait quand même assez bien. Ensuite, plusieurs kilomètres plus loin, il faut savoir qu'on a le gros du dénivelé sur le début de la course, avec D'accord. des bonnes montées et descentes justement. Tu es en haut du canyon, ils te font descendre en bas du canyon, quelques kilomètres plus loin, ils te font remonter, quelques kilomètres plus loin, ils te font redescendre. C'est toujours magnifique, mais ça travaille quand même pas mal les quads. Ensuite, il se met à faire beau, ça c'est génial. On est super content. Aux alentours du 38e kilomètre, je rejoins mon équipe que Sarah et Julien m'attendaient. Donc eux, ils couraient le lendemain, donc ils étaient super, super cool de venir m'aider au 38e, au 48e kilomètre. Moi, ça va super bien, j'ai aucun problème. Le mental est au top, je suis content, je me suis réchauffé, donc tout va très très bien. J'avance les 10 kilomètres d'après qui se passent globalement bien aussi. Il faut savoir qu'on a des passages dans le canyon où c'est un petit peu la désolation parce qu'ils ont eu des feux de forêt il y a 2, 3 ans, des gros gros feux de Mm. forêt, et on passe à des endroits où tous les arbres sont complètement noirs. Et c'est ça, tout est brûlé de partout, donc ça donne une petite ambiance particulière. J'arrive au 48e kilomètre, donc je vois mon équipe pour la dernière fois. Ça va bien aussi. Là, je décide de changer de chaussures pour avoir des chaussures qui vont être un peu plus agréables, là, parce que les miennes étaient quand même couvertes de boue. Et là, j'ai eu le droit à une équipe 3 étoiles, c'est-à-dire que j'étais en train de manger, j'étais en train de faire mes choses. Pendant ce temps-là, j'avais Sarah qui me demandait comment ça allait, si je voulais des choses, si j'avais besoin de manger, de remplir mon sac. J'avais Julien qui était en train de m'enlever mes chaussures couvertes de boue, de m'enlever mes chaussettes, de sécher mes pieds avec une serviette et tout. Et ça, c'était magique, donc je les remercie encore pour ça. On venait de se connaître 3 jours avant, et puis ils ont su exactement quoi faire à ce ravitaillement-là, donc c'est des gens super. Passé ce ravitaillement-là, c'est là où ça a commencé à devenir un petit peu compliqué, parce que on a un orage qui nous est tombé dessus, et on était au sommet du canyon, on entendait les éclairs gronder. Et il faut savoir que bah, on est au sommet du canyon, il y a des arbres, on a nos bâtons dans les mains. Donc selon le matériau du bâton, ça peut faire un petit peu paratonnerre aussi, ça peut avoir envie d'attirer la foudre. Et finalement, ça allait, c'est passé un petit peu l'orage. Juste après ça, on s'est pris la grêle. Et là, il Ah faut ouais. savoir que l'année d'avant, cette course-là, il a fait 30 degrés. Donc déjà, on s'attendait pas à ce qu'il fasse cette température-là, mais bon, ça allait. Mais là, la grêle n'était pas du tout annoncée. Donc, on a commencé à avoir des petits grêlons nous tomber dessus. Ça a commencé à s'accélérer. Et c'est là où tu commences encore une fois à te dire qu'est-ce que je fais? Là, il faut se mettre à accélérer parce que imaginons que les grêlons commencent à grossir, ça peut devenir une situation très dangereuse et tout à coup d'une course qu'on fait pour un défi personnel, ça peut se transformer en une catastrophe, quoi. Mm. Donc j'accélère un petit peu sur ça pour rejoindre le ravito suivant. Ça va globalement bien, mais malheureusement, avec l'accélération, je sens qu'il y a mon mollet de la jambe droite qui tire un petit peu. Donc je commence à ralentir un peu pour être sûr de pas me l'abîmer plus que ça. Faut savoir qu'on était je sais pas moi, on était au 55e kilomètre. Donc il restait 105 kilomètres à faire sur un mollet qui commence à tirer. Il faut, il faut gérer comme il faut.
Après ça, on arrive dans la première partie de la nuit. La première partie de la nuit, c'était génial. Il faisait plus chaud que la journée. J'étais content. Je me disais, si toute la nuit se passe comme ça va être vraiment très agréable. Et finalement, toute la nuit n'a pas été comme ça. C'est-à-dire qu'à cause du canyon, on a beaucoup de variations de température selon les endroits où on se trouve. Donc, là où il faisait chaud, c'était très agréable. Par contre, deuxième partie de la nuit, on se retrouve 15 kilomètres plus loin, par exemple, et là, il se met à faire très froid. J'ai vu des gens au ravito, j'ai en tête une personne que je voyais assis devant un feu et qui essayait de se réchauffer. Le bénévole lui a prêté ses gants, lui a prêté son manteau, et le gars a jamais réussi à se réchauffer, et puis finalement, il a dû abandonner la course. Là, ça a commencé à devenir un petit peu plus du challenge et de la grosse gestion. Moi, j'avais prévu des chaufferettes, des petits pads chauffants que je me suis mis dans mes gants. J'avais un t-shirt en mérino, j'avais pris ma tuque, donc mon bonnet d'hiver québécois. Et même avec ça, j'avais froid. Donc il a fallu gérer, il a fallu continuer surtout de bien s'alimenter pour que le corps, toutes les calories qui brûlent euh, pour, euh, pour se réchauffer, bah, qu'il puisse les remplacer pour éviter d'avoir d'autres problèmes plus tard. Et, euh, et ça a été assez compliqué. Je te donne par exemple le nombre d'abandons sur la deuxième partie de la nuit. Sur 291 personnes qui étaient au départ, il y a eu 40 abandons rien que Ah dans oui, la deuxième partie de la nuit. ok. Ouais, ça fait déjà un bon pourcentage quand même. C'est ça, on voyait des gens qui en avaient marre, on voyait des gens qui avaient froid, surtout qu'on s'était pris la pluie le matin à 9 heures, on s'était pris l'orage, on s'était pris la grêle, et là on se prend le froid. C'était du challenge. Moi, c'est là où je suis content des préparations mentales que je fais, c'est que je me coupe complètement de tout ce que mon corps peut m'envoyer comme signal de détresse en me disant j'en ai marre, j'ai froid, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je me coupe de tout ça et je me dis ok, comment je fais pour régler le problème? Mécaniquement, simplement, juste des faits. Qu'est-ce que j'ai? J'ai froid, ok, est-ce que je sens mes doigts? Non. Mets tes chaufferettes. Euh, Est-ce que j'ai froid ailleurs? Oui, bon bah rentre ton t-shirt, ta veste et tout ça dans ton pantalon pour éviter des courants d'air qui vont venir continuer de te refroidir. Donc vraiment méthodique. Et puis je pense que c'est la manière la plus simple de faire parce que si tu commences à laisser tes émotions dicter un petit peu ta course, il y a des chances qu'au bout d'un moment, t'en aies juste marre et puis que tu abandonnes. Et une fois que j'ai commencé à me réchauffer, que ça allait un petit peu mieux, que ça commençait à être agréable, j'ai commencé à m'endormir en courant. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et là, on Et était je à pense, quel kilomètre à peu près et combien d'heures de on course? je pense qu'on était autour du 80e kilomètre, entre 80 et 90, je pense. Et donc, en fait, il faut savoir que les 2 nuits avant la course, j'ai mal dormi parce qu'on a atterri à 23h30 à San Francisco. Donc, la première nuit était assez courte parce que je suis quelqu'un qui se réveille naturellement à 5 heures du matin. 5 heures du matin au Québec, c'est 3 heures du matin à San Francisco. Donc, mon corps était complètement déphasé. La nuit d'après, j'ai pas super bien dormi non plus. Fait que j'étais déjà en déficit. Le froid du matin a brûlé des calories, le froid de la nuit a brûlé des calories aussi. Et là, j'étais en train de courir. Et pour te donner un petit peu le feeling, j'étais en train de m'endormir, un petit peu comme quand tu es en voiture et que tu es fatigué. Ok. Tu sais, tu as tes yeux qui se ferment, tu essayes de lutter pour les garder ouverts, et puis à un moment, tes yeux se ferment, et tu les réouvres en sursaut, et puis tu as peut-être 100 mètres qui sont passés en voiture, par exemple, et tu sais pas ce qui s'est passé. Ça me faisait exactement ça. Je fermais les yeux, et sûrement que j'étais en train de continuer à courir en pilote automatique. Et en fait, je me réveillais en sursaut au moment où je sentais que je partais sur le côté. C'est-à-dire vraiment, j'étais en train de tomber tout doucement. Et sûrement que mon oreille interne envoyait un signal d'urgence à mon cerveau en disant eh oh, réveille-toi, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, ça, c'était la situation la plus dangereuse du 100 miles.
parce que si tu trébuches, si tu tombes, si tu t'endors vraiment, ça peut être une commotion cérébrale, ça peut être pire encore si ta tête elle tombe sur une roche ou quoi. On n'a pas tous envie de se faire la même chose que Schumacher sur un ultra trail. Ouais. Donc là, pour réagir, bah, je me suis pris des bonbons, premier réflexe, pour amener du sucre rapide et puis voir si ça passait. Et ça ne passait pas. J'ai toujours une boisson énergisante dont j'avais parlé dans le premier épisode du podcast, que je prends pour les nuits sur les ultras. Donc j'avais une flasque de 250 millilitres de cette boisson-là. J'en prends 2 gorgées, 2 grosses gorgées, j'attends un petit peu et finalement, j'ai toujours ce phénomène d'être en train de m'endormir en courant et là je me dis: «Bah, il faut faire quelque chose». Je suis je suis quelqu'un qui boit pas de café pendant l'année, donc la caféine me fait quand même énormément d'effet quand j'en prends et seulement sur les ultras. Donc il me restait 200 millilitres de cette fameuse flasque, de boisson énergisante. Je pense que ça devait faire l'équivalent de 100 milligrammes de caféine et je l'ai pris en shooter. Je me suis dit: «C'est pas grave, je vais avoir des palpitations, je sais pas ce qui peut se passer, mais c'est toujours mieux que de tomber par terre et de s'ouvrir la tête». Et finalement, après ces 200 millilitres en shooter là, 2 minutes après, j'ai mes yeux qui étaient grands ouverts. Merci la caféine. Et puis ils se sont plus jamais refermés jusqu'à la fin de la course. Ouais, donc là, quand même, il y avait un gros besoin, en tout cas, de se réveiller. Et c'est vraiment, tu penses, c'est le froid en grande partie qui est à cause de cette fatigue un peu précoce? Ou plus finalement le cumulé au manque de sommeil des 2 nuits précédentes? Effectivement, c'est les 2 parce que le froid, en fait, quand ton corps se refroidit, ton corps va brûler des calories pour se réchauffer parce que, je sais plus c'est combien de degrés, mais, i c'est vraiment très peu le nombre de degrés que tu peux perdre à l'intérieur de ton corps avant de tomber en hypothermie ou de commencer à avoir des problèmes. Donc ton corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alimenter le foyer et puis il va chauffer pour essayer de se réchauffer, pour pas créer de dommages à cause du froid. Et le seul problème, c'est que toutes ces calories-là qu'il a brûlées, bah, c'est impossible de les récupérer en mangeant. C'est Mmh. déjà en cours, donc l'estomac est pas capable d'ingérer autant de calories que ce qu'on a d'habitude. Et, et voilà, et là en plus on en brûle encore plus. Et donc ce manque-là de calories fait en sorte que tu as juste envie de t'endormir. Bon, et puis parle-nous un peu quand même de cette fin de course. On veut savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? La sortie de la nuit, c'est magique. Surtout les ultras, la sortie de la nuit, c'est magique. Le soleil qui apparaît, c'est un bien fou. On comprend pourquoi les gens qui sont perdus dans la montagne ou quoi, comme on voit dans les films, ou alors même que les premiers hommes regardaient le soleil et puis ils trouvaient ça incroyable, un petit peu comme un dieu, parce que tu sens vraiment toute l'énergie qui reparcourt ton corps. À partir de là, c'était reparti. Ça allait super bien. Et aux alentours du 120e kilomètre, j'étais dans une côte qui était quand même assez longue. Je pense que c'était 8 kilomètres de montée. Et j'ai commencé à avoir des hallucinations. Donc c'est mes premières hallucinations en ultra que j'ai. Et il Mmh. paraît que c'est un baptême un petit peu pour tous ceux qui font des 100 miles. Et ces hallucinations-là, c'était par exemple, il y avait un énorme rocher sur le chemin. Bah, moi, je voyais un vieux monsieur assis sur un banc. Je voyais un tronc d'arbre avec une branche qui dépassait. J'avais l'impression que c'était un squelette qui sortait d'un mât de bateau pirate. Je voyais des visages sur tous les arbres. Je voyais un tyrannosaure fait de feuilles. C'était vraiment surprenant. Et j'avais déjà entendu parler de ça sur des gens qui avaient fait l'UTMB qui disaient: «Ah bah, t'as l'impression de marcher sur des visages parce que les petites roches que tu vois par terre, tu vois des visages». Et c'est ça en fait, ton cerveau il est fatigué, il est en manque de plusieurs nutriments et donc bah, ça débloque un petit peu de partout là. Et c'était vraiment très marrant. Et justement, la fin de la course, t'arrives en bas du canyon et là, la ville d'Auburn, l'arrivée est en haut du canyon, fait que tu as une montée de 600 mètres à faire et il y a des roches sur les côtés.
Et je me souviens en arrivant à l'arrivée, j'ai dit à mon amie Sarah, j'ai dit: «Eh, c'est super ce qu'ils ont gravé, dans la roche sur les côtés». Il y avait un Godzilla et un King Kong qui étaient gravés, sur le côté. Je me suis dit: «Ah, c'est pour le film qu'ils ont fait ça?» parce que c'est sorti il y a pas si longtemps que ça et je dis: «C'est super bien fait» parce que l'œil de King Kong, quand tu avances, il te suit un petit peu comme la Joconde, est peinte là, il paraît que quand on se tourne un petit peu, on a l'impression qu'elle nous suit du regard. Bah, moi, le King Kong, j'étais en train de le regarder son œil et puis il me suivait pendant que j'étais en train d'avancer. Et c'est là où Sarah, elle m'a dit, Anto, il n'y avait pas de Godzilla ni de King Kong gravé dans la roche. T'as halluciné solide. Et donc, on arrive donc en haut de ce canyon. Et là, on court dans la ville de Auburn. Il y a les voitures de police qui font la circulation. T'as la police justement qui font ah, good job, let's go, you're good. Il y a vraiment une ambiance qui est super bonne. Moi, je m'étais promis de pas courir justement pour pas abîmer mon mollet. Mais forcément, on sait comment ça se passe, hein, l'euphorie de l'arrivée. Donc, je me suis mis à courir. Et pendant l'arrivée, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui garde mes émotions extrêmement profondément à l'intérieur de moi, puis parce que je suis comme ça, puis en plus pour mieux gérer la course. Et là, c'est une des premières courses où je me suis parlé sur la dernière descente avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, où je me suis parlé en me disant Anto, voilà, tu as réussi, tous tes sacrifices que tu as fait, le fait que tu t'occupes très bien de ta famille, puis tu vas t'entraîner à côté à 5 heures du matin ou très tard le soir pendant la nuit et tout. Et j'étais content parce que ça va faire sortir mes émotions. Je suis arrivé sur la ligne d'arrivée et là j'avais un énorme sourire qu'on peut voir sur les photos. J'ai levé les bras au ciel et puis même vers j'ai regardé l'arche avec le logo de la course et là j'ai une onde de bonheur qui a parcouru mon corps. C'était juste incroyable cette arrivée. Bah, félicitations en tout cas d'avoir réussi à terminer ton premier 100 miles auquel tu as participé. Franchement, c'est incroyable. Et content en tout cas, je pense que, vu comme tu le racontes, je pense que le bonheur est encore présent. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Là, je te le raconte, puis c'est ça que j'adore. Je te le raconte, et puis je pense que ça s'est entendu dans ma voix. Je souris depuis 3 minutes là, à penser à la ligne d'arrivée. Non, c'est incroyable. Honnêtement, c'est plus efficace que 15 séances chez le psy de faire une course comme ça et d'arriver jusqu'au bout, quoi. On a des traumatismes pendant la course, comme je viens de le raconter, mais l'arrivée, je sais pas. Peut-être que certaines femmes pourront nous dire que ça peut peut-être ressembler à un accouchement. Finalement, c'était difficile, mais après t'oublies, puis tu retiens que le bonheur de ce que tu as eu comme expérience. Mais non, c'était vraiment incroyable. Donc 30h22 de course. Je suis arrivé 98e sur 291 participants. Ce qui est surprenant. Je m'attendais pas pour un premier 100 miles à en être là, surtout après m'être entraîné sur la neige et pas du tout en trail. Il y a eu 112 abandons. Fait que 112 personnes, quasi un tiers. Oui, c'est ça. Un peu plus d'un tiers n'ont pas fini la course. Ouais, comme ça que là, le froid a fait quand même, le froid et la pluie, je pense, ont fait vraiment des dégâts. Parce que c'est qu'un tiers d'abandon, je me rends pas compte par rapport à d'autres courses, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais un tiers, ça me paraît quand même, C'est beaucoup c'est sûr que l'année dernière, je crois qu'ils ont eu encore plus d'abandons, mais bon, il faisait 30 degrés, donc c'était pas évident. Mais c'est quand même beaucoup pour une course qui est «roulante» entre guillemets, mais elle est en début de saison. La météo, on sait jamais ce que ça va donner. Et c'est sûr que là, la météo a énormément joué sur le moral des gens. Et d'ailleurs, petite anecdote au sujet de mes hallucinations, le soir, quand j'étais en train de me doucher, avant d'aller me coucher, je regardais mon rideau de douche parce que j'étais pas encore sûr si j'avais eu des hallucinations ou pas. J'y croyais vraiment au King Kong et au Godzilla, mais je veux pas dire que Sarah est une menteuse, mais j'avais quand même des petits doutes parce que c'était super bien fait là. Et donc sur mon rideau de douche, en me lavant, je voyais des personnages de manga dessus ouais. qui était sur le rideau. Et là, je me suis dit, non, mais Anto, bon, bah, c'est vrai, t'hallucines quand même pas mal. Il est temps d'aller se coucher. Ah, tu encore des hallucinations, même après, même voilà, même bien après la course, quoi?
Oui, oui, bah, la course a fini, je pense que je suis arrivé vers 15 heures, puis je me suis couché à 23 heures, puis jusqu'à 23 heures, j'ai eu des hallucinations. Ah, je savais pas que ça pouvait durer aussi, je pense que c'était vraiment que sur le moment de l'effort et puis après c'était Non, je pense que ton cerveau est tellement fatigué de tout ce qu'il a vécu que non, il essaye de lutter comme il peut. donc bah, écoute, on va revenir sur quelques points, bah, sur ta course. Tu as parlé, bah, de l'endormissement. Est-ce que pour toi, ça, c'était quand même le principal défi que tu as rencontré sur, cette course? Je te dirais, ça a été égalité entre le sommeil et le froid. Parce que le froid a été quand même très dur à gérer. Le froid n'était pas dangereux. Ça veut dire que ce qui se serait passé, dans le pire des cas, si j'arrivais pas à me réchauffer, j'aurais abandonné. C'est triste, mais c'est pas dangereux. Mais par contre, ça a été un sacré challenge. Mais l'endormissement, le sommeil, là par contre, c'était très dangereux parce qu'il y avait des risques de blessures. Donc effectivement, on pourrait donner un petit point, une petite avance de plus au sommeil dans la difficulté des choses à vivre sur cette course. Et d'ailleurs, tu nous as parlé un petit peu que voilà, tu fais un gros travail mental sur, voilà, pour essayer d'inhiber un petit peu tous les signaux que tu reçois de ton corps. Comment est-ce que tu as fait pour, inhiber justement, voilà, la sensation de froid, enfin passer outre tout ça, sans avoir, voilà, pour pas aller jusqu'à l'abandon? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Enfin, est-ce que tu as des petites astuces à nous donner sur toi, Mais comment tu arrives à combattre ça? tu peux pas inhiber la sensation de froid, tu peux pas le couper parce que ça, c'est la chose que tu as pas envie de couper parce que tu as envie de le gérer ce problème-là. Par contre, ce que tu peux couper, c'est l'anxiété, que va t'envoyer ton cerveau et ça, l'anxiété, c'est contre-productif. Moi, ce que je fais pendant mes préparations, c'est que je me projette, je fais de la projection sur la course. J'imagine le départ et je fais exprès de m'imaginer avoir des problèmes sur la course pendant ma préparation. Et ça va me permettre d'être prêt à gérer les problèmes qu'il peut y avoir. Ça veut dire que je me mets par exemple, bon, je m'assois en tailleur, je fais une petite relaxation avec de la respiration. Après ça, je ferme les yeux, je me mets une musique classique dans les oreilles, douce, et puis je m'imagine sur la course. J'essaye de m'imaginer tellement que je ressens les sensations de la course. Et là, par exemple, je vais essayer de ressentir les sensations si je me tords la cheville. Je vais essayer de ressentir les sensations si j'ai froid, si j'ai chaud, si j'arrive plus à manger par exemple et je vais faire en sorte dans cette projection-là de régler ce problème-là. Et à force que tu t'entraînes à régler des problèmes au fur et à mesure de ta préparation, tu deviens juste de plus en plus serein et ton côté anxieux, il diminue de plus en plus et puis tu arrives à le garder au fond de toi plus facilement. Tu as également parlé d'une, douleur au mollet. Comment est-ce que tu as géré ton effort à partir de ce moment-là où tu as eu cette douleur, pour pas qu'elle persiste, enfin en tout cas qu'elle te pousse à l'abandon ou avoir une course vraiment très compliquée? Ça a été, encore une fois, une gestion mentale. C'est que, je me suis dit: «J'ai pas le choix, il faut que je marche, parce que si je continue de courir, ça va juste aller de pire en pire. Si je marche, j'ai peut-être une chance que plus loin dans la course, mon mollet aille mieux». Donc j'ai marché de nuit pendant, 30 à 40 kilomètres en marche rapide, en ce qu'on appelle le power hike. Mais c'est ça. Et dès le début, je savais à peu près que j'allais marcher cette distance-là de nuit et que ça allait être plus long que ce que je pensais. Et ça c'est de la préparation mentale encore parce que te dire que tu vas marcher, te dire que ça va être lent et puis en plus il fait nuit et tout ça, ça peut avoir vite comme effet de te décourager. Moi finalement ça a très bien été, ça m'a permis à la sortie de la nuit, non pas de me remettre à courir, mais de trottiner par moment, de marcher, de trottiner, d'alterner un petit peu. Et alors, à contrario, quels ont été les enfin, le ou les moments plus mémorables de ta course? Heu
Bon, déjà, comme j'en ai parlé, le ravitaillement, avec, mes 2 amis qui s'occupaient de mes pieds, qui s'occupaient qui s'occupaient de moi quoi, qui étaient vraiment, dévoués pour que je réussisse ma course. Ça, c'est un moment de partage, que j'adore. Ça a été la même chose, aux 125 kilomètres que j'avais fait avec mes 2 amis Max et David et puis, je pense que c'est aussi pour ça que je fais ces courses-là parce que autant pour soi que pour les moments comme ça qu'on partage avec les gens, c'est incroyable. Euh, j'ai, je suis peut-être un peu masochiste, mais je pense qu'on l'est un peu tous dans les sports d'endurance. Mais d'avoir réussi à gérer le froid et le sommeil quand le soleil est revenu, ça a été un joli moment. Ça a été un très joli moment de se dire, ok, je suis passé au travers de ça, je suis capable. C'est un petit peu comme si j'avais un bagage de plus que je prenais avec moi, une chose de plus que j'avais vécue. Et ça, j'étais super content, j'avais un gros sourire. Et puis finalement, l'arrivée, quoi, juste l'arrivée est incroyable. Encore, tu sais, je veux dire, je souris encore là. Et même Sarah me le disait, une demi-heure après, on était assis sur une chaise et puis j'avais encore des étoiles dans les yeux à penser à tout ce qui s'était passé et puis que j'avais enfin réussi ce pari de faire un premier 100 miles en tout début de saison parce qu'au Québec, la saison est même pas commencée encore des ultras. Et avec tout l'argent investi d'aller en Californie, de louer une voiture, de dormir dans des hôtels, fait que tout l'argent investi pour ça, c'était un énorme pari et puis, c'était un pari réussi donc ça, c'était vraiment génial. Ok, cool. Et bon, alors comment tu te sens maintenant que tu as terminé cette course? C'est quoi ton état d'esprit? Je suis content, je suis heureux. Je me suis pris, là, je recommence la course à peine donc 2 semaines, on va dire 2 semaines et demie après le 100 miles, je reprends à peine la course parce que je sentais que mon mollet allait pas super bien. Et je voulais lui laisser le temps de se réparer et ça a été bénéfique parce que là, je reprends la course et puis ça se passe très bien. Le petit, détail, c'est que dans 1 semaine et 2 jours, c'est le marathon d'Ottawa auquel je participe, mais je me mets aucune pression pour le marathon et puis je pense que mon mollet va être bien. Sinon j'ai juste envie de repartir sur un 100 miles. Ah Ça déjà, bon, la, fait, la douleur est vite passée, quoi. la douleur est très vite passée. En fait, même, je te dirais que j'avais eu ça sur mes 80 kilomètres et puis sur mon 125 kilomètres, de me dire, ah, tu sais, c'est difficile. Non, pas sur le 125 kilomètres, mais sur des 80 kilomètres que j'avais fait, c'était, ah, c'est difficile, tu sais, plus jamais ça. Même sur des Spartan Race, 50 kilomètres, c'était comme, ah, c'est la dernière que je fais. Puis finalement, 2 semaines plus tard, tu t'inscris à celle d'après, puis tu te dis, ah ouais, c'était le fun quand même, Mm. ça a été cool. Là, celle-là, ça n'a pas du tout été ça. Je me suis forcé à pas penser à d'autres courses. Il y a des gens qui me disaient alors, c'est quoi la suite et tout. Je dis non, 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 non. Je ne veux pas penser à la suite parce que je me connais, je sais dans quel état d'esprit je suis et je veux absolument pas penser à la suite, même si j'ai un plan qui est prévu jusqu'en 2026, mais parce que je suis quelqu'un qui planifie énormément, mais je ne voulais absolument pas y penser, je voulais rester sur ce petit bonheur de canyon. Mais maintenant c'est passé, le 2 semaines de carence est passé, donc j'ai le droit de penser à la suite. Ça, on en parlera bon, en toute fin de podcast, si tu le veux bien. Oui. Et pour te faire passer, j'ai d'autres questions. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé en fait de différent entre ce que tu avais anticipé avant la course et puis que tu as retrouvé dans la course, des différences ou même des similitudes entre ce que toi, tu visualisais et puis vraiment la course, comme elle s'est déroulée? Je m'étais préparé pour une course difficile. Mais j'avais regardé avec toutes les vidéos que j'avais regardées, j'avais posé des questions à des gens qui l'avaient fait l'année dernière. Je m'attendais pas à une course technique au niveau technicité du terrain, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, on a des trails qui sont quand même très techniques. Et ça, je suis très content parce que c'est ce qui s'est passé. La course n'est pas technique, c'est pas là la difficulté de Canyon. Là où j'ai été surpris, c'est question nutrition.
je suis arrivé avec un plan de nutrition, des produits NAC. Je me suis dit, OK, tant de grammes de glucides, je vais essayer de faire ci, faire ça, mes électrolytes et tout. Et finalement, j'ai pris un risque, mais dès le premier ravitaillement, j'ai décidé que non, ça allait pas se passer comme ça parce que c'était pas ce que j'avais envie ce jour-là. J'ai vu sur les ravitaux qu'il y avait ces 2 tranches de pain de mie avec, du beurre de peanut, donc du beurre de Mm. cacahuète et de la confiture de fraises et je me suis dit: «Bah, moi, c'est ça que j'ai envie de manger, c'est ça qui va me faire plaisir», donc finalement, dès le premier ravito, j'ai pris une chance. J'ai laissé tous mes tous mes trucs d'aliments, nutritifs, transformés, qui coûtent cher et puis finalement, j'y suis allé, à chaque ravito avec mes fameux bonbons que j'avais utilisés sur le Harricana l'année dernière. Là, il y avait des bonbons, fait que je roulais aux bonbons, au coca, à l'eau et au fameux pain de mie avec, beurre de peanut et confiture et bah, regarde, j'ai fini mon 100 miles et ça a super bien été, aucune carence, rien du tout, mis à part des carences en sommeil, mais ça, c'est pas vraiment avec la nourriture qu'on peut y faire quelque Non. chose. Mais non, ça a été une énorme surprise et je pense que ça va changer pour toutes mes prochaines courses, même pour mes sorties perso. Je pense que plutôt que de prendre des purées NAC, plutôt que de prendre des compotes, des trucs comme ça, bah, je vais juste prendre 2 tranches de pain de mie, je vais mettre du beurre de pinot dedans avec de la confiture, et puis ça va être bon pour 30-40 km d'entraînement. Dans la partie 1 du podcast, on avait également parlé comme quoi tu cherchais souvent tes limites. Est-ce que tu les as atteintes? Et puis est-ce que de cette expérience, tu as tiré des apprentissages? Alors, j'ai pas oui, j'ai atteint des limites, on pourrait dire ça. J'ai pas atteint de limite mentale, toujours pas. Malheureusement et heureusement, ça m'est pas encore arrivé sur des courses, et ça, je suis très content parce que ça veut dire que la prépa mentale, que je fais, se passe très bien. Faut savoir que moi, j'ai pas de coach, j'ai pas de programme ni rien. Je fais mes choses, selon comment mon corps fonctionne et ce que j'essaye et que je trouve qui va bien. Et là, ça va très, très bien. Limite physique, oui, je l'ai trouvé. Je le savais déjà que mon corps était très sensible au froid. Bah, il y a pas eu besoin de le prouver, encore une fois. Mon corps est extrêmement sensible au froid. Je me refroidis très, très vite et ça va me servir pour les prochaines courses parce que, bah, je vais juste prévoir plus de vêtements, pas être, limite, un petit peu au risque de rater une course. Donc ça a été un grand apprentissage, et puis de me dire: «Bah mince, tu capable de tenir 160 kilomètres». C'est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui, il y a quelques années, se disait qu'il courrait jamais plus que 5 kilomètres parce qu'il était pas fait pour ça. Je suis capable de courir 160. Ouais, ça c'est vraiment tu fais bien de le préciser, c'est vraiment incroyable. Déjà, quiconque parcourt, la distance de 60 kilomètres et même moins, c'est déjà incroyable. Mais c'est vrai, comme tu dis, tu t'es mis vraiment on avait beaucoup parlé de cette partie-là, comme quoi tu t'es mis sur le sport, enfin au sport sur le tard. Et c'est vrai que, je pense que c'était dur d'imaginer quand tu as commencé à courir que tu serais là aujourd'hui en train de parler de ton 100 miles que tu viens de terminer. Ah, c'était impossible, moi, le 100 miles, j'ai commencé à y penser. Allez, j'ai commencé à l'entrevoir en 2022 quand j'ai réussi à faire, 2 trails de 80 kilomètres, à 28 jours d'écart. Je me suis dit: «Eh, peut-être que ce serait faisable». Mais là, je me suis dit: «Oh, on se calme, va faire un 125 d'abord, puis là tu pourras voir». Parce que j'avais pas passé, les 100 kilomètres encore et c'est seulement après le 125 que je me suis dit: «OK, le 100 miles, on va tenter ça». Fait qu'avant 2023 ou avant 2022, j'aurais jamais pensé que j'étais fait pour ça. En 2021, j'avais fait un 50 kilomètres avec un ami, puis je me suis dit: «Eh, c'est génial, j'ai réussi un 50, je ferai jamais plus que ça». Écoute, on va pouvoir parler du futur, on va parler de ton plan 2026. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les prochaines courses? Donc il y aura le marathon d'Ottawa dans à peu près 1 semaine et demie. Peut-être que, je pense que malheureusement l'épisode sortira après cette course, je pense. Mais parle-nous un petit peu des autres épisodes, des autres courses que tu as de prévues. Alors, ce que j'ai prévu d'officiel, c'est, je vais à l'Ultra Trail, du Saguenay, au mois d'août.
mais pour un 100 kilomètres, mais finalement, je ferai pas le 100 kilomètres au complet. Je vais être pacer et équipe de soutien Hmm. pour un ami qui va faire son premier 100 kilomètres. Et je suis super content parce que ça va être la première fois que je vais être pacer et que je vais être équipe de soutien. On l'a beaucoup été pour moi, mes amis ils m'ont beaucoup aidé sur les courses, mais je l'ai jamais fait et ça va être un réel plaisir pour moi de me concentrer sur quelqu'un d'autre et de tout faire pour qu'il finisse sa course. Ça va être une expérience enrichissante. Et je pense de plus en plus à peut-être faire un deuxième 100 miles dans la saison qui serait cette fois-ci mi-octobre. Ça s'appelle le Bromont Ultra. C'est un 100 miles très très difficile parce que en octobre il peut faire très froid au Québec. On peut déjà commencer à avoir un peu de neige qui tombe la nuit. L'année dernière, c'était des trombes d'eau qui tombaient et puis ils ont eu beaucoup d'abandon parce qu'il faisait extrêmement froid. Même moi, j'avais fini, j'avais fait une partie de la course et puis je m'étais dit jamais je serais reparti pour un. C'est 2 tours en fait. C'est 2 tours de 80 kilomètres. Ça veut dire que cette course, c'est encore pire. Tu arrives à la fin de ton premier tour, tu es à la fin de la journée. Tu sais que ton deuxième tour, tu vas le faire pendant la nuit. Et ça, c'est très difficile Hmm. parce que tu vois la ligne d'arrivée, tu vois tes amis, tu vois ta voiture qui est là pour rentrer chez toi. Et finalement, Ouais, non, tu la repars pour tentation, ouais. faire la même chose. Voilà. Puis je pense que c'est ce qui m'attire sur cette course. Et en même temps, c'est une course qui me faisait peur quand j'ai commencé les ultras. Et parce que je la trouvais extrêmement difficile. Et résultat, j'ai fait le 50 kilomètres de cette course-là, j'ai fait le 80 kilomètres. Et j'ai envie de me dire, bah, partons sur ce défi-là d'essayer le 160. Et sinon, les projets pour la suite, pour moi, ce sera l'UTMB en 2025. Donc là, avec le 100 miles, j'ai eu mes running stones pour l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et donc, fait que je peux passer par la loterie, mais je pense que je vais plutôt passer par un dossard caritatif où on recueille des dons pour des associations. J'aimerais bien trouver une association pour les enfants malades parce que quand je m'entraîne, je vais souvent passer par un jardin qui a été créé en l'honneur d'enfants qui avaient le cancer et qui en sont morts. Donc j'aurais envie de faire quelque chose comme ça. Et ça permet de ne pas passer par la loterie et d'être directement à l'UTMB. Donc moi, j'ai vraiment envie de la faire cette course. Mon ami David m'en parlait quand on est arrivé au Québec tous les deux en 2014. J'avais aucune idée, j'en avais jamais entendu parler, puis je voulais pas m'y intéresser parce que c'était trop long, 171 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif, c'est juste incroyable. Mais ça y est, pour 2025, ce sera sûr. Et puis 2026, je suis encore en train de lire un bouquin là-dessus. 2026, j'ai envie de faire la Diagonale des Fous. Et après ça, la boucle sera bouclée ou... Après ça, la boucle est obligatoirement bouclée parce que j'ai promis à ma blonde maintenant j'ai promis à ma blonde que j'allais pas plus loin que Eh, ça, que je faisais pas des courses plus loin que des 100 miles, parce qu'on s'entend qu'après, je veux dire, il y a eu la Volvic de 124 kilomètres il y a pas longtemps, hmm. il y a ensuite le Tour des Géants où on passe à je sais plus, c'est 350 kilomètres ou quoi. Je pense que je perdrais du fun et puis de toute façon, c'est extrêmement éprouvant, tout l'entraînement que ça demande au travers de la vie de famille. Donc, je reviendrai à des courses, je vais dire, petite distance. Désolé si je veux pas froisser personne, mais des 50 kilomètres, 50-60 kilomètres, ce sera très bien comme petite course, une fois de temps en temps pour, heu, pour s pour, heu, pour se faire du bien aux pattes un petit peu là. Bon, je pense que personne sera froissé. En tout cas, moi qui en fais partie, qui ai jamais fait de 50 kilomètres de ma vie à part en vélo et en voiture, mais en tout cas pas à pied. Et après on peut comprendre que c'est vrai quand on fait, 160 kilomètres, revenir sur 50 kilomètres, c'est comment on peut parler de petite distance. C'est ça, c'est ce qui est incroyable et puis tu sais, ce qui est fou encore une fois, c'est que moi, qui pensais jamais courir plus que 5 kilomètres, une sortie longue, de fin de semaine, je veux dire un 30 kilomètres, c'est une sortie longue normale. Donc C'est vrai. tu sais, on peut partir et puis après ça, avec un ami, on a envie de partir, sur, peut-être
des défis un petit peu plus en off là, pas sur des courses officielles. Donc par exemple, on a les montagnes dans le Vermont qui sont intéressantes. On peut avoir des traversées de parcs nationaux, des choses comme ça, où ça va plus être du partage et puis de la distance, ce qui va être très intéressant aussi comme projet. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Parce que je crois que tu as changé ton nom Instagram. Est-ce que tu Oui. peux nous donner les infos pour qu'on puisse te suivre sur tous ces projets? Il était temps que je change mon nom Instagram parce qu'il était lié à mon premier 125 km. Maintenant, j'ai choisi un nom soft avec l'aide de plusieurs personnes qui m'ont aidé à choisir un nom. Fait que c'est juste Anto Run et Trail tout simplement. Et puis c'est ça, pour ceux qui veulent me suivre sur mes prochains délires et me suivre et puis échanger parce que, encore une fois, moi, les réseaux sociaux, c'est pas que dans un sens, c'est pas moi qui montre ce que je fais et puis voilà, je veux qu'il y ait de l'échange, fait que venez me parler, venez échanger sur les méthodes d'entraînement, sur les questions que vous avez, moi j'aurais des questions pour vous aussi, qu'importe les kilomètres que vous faites, si vous en êtes à des courses de 5 kilomètres, je suis sûr que je peux apprendre des choses de vous aussi qui vont me servir sur mes courses à moi. C'est de l'entraide, c'est une communauté incroyable, la communauté de coureurs et de sportifs, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis qui sait, peut-être que ton nom de Instagram risque de changer en Anto Run Fort avec le nom de l'association, pour l'UTMB, avec un peu de C'est chance. possible, ce serait une très bonne idée. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas artistique. J'ai pas une âme comme ça, ce qui fait que par exemple, si je dois choisir des couleurs de peinture pour les chambres des enfants chez moi, c'est toujours compliqué. Je te dis pas pour un pseudo, là, j'aurais juste envie de mettre le pseudo le plus simple possible. Mais c'est sûr que des fois, on me conseille, on me dit, ah tiens, ce serait peut-être bien que tu mettes un petit pseudo comme ça, ce serait intéressant. Donc, qui sait, peut-être que ta proposition va faire son petit chemin et puis que ça deviendra ça. Bon, bah, n'hésitez pas en tout cas à lui envoyer des suggestions, sur les couleurs des chambres d'enfants, visiblement. Ouais, ça va m'aider parce que je suis vraiment pas bon pour ça. Mais on peut pas être bon partout, on a chacun ses Non, qualités, hein. c'est clair. Et ben, en tout Puis cas, j'en vas-y. profite pour parler. Je suis ambassadeur de deux marques. Une marque de vêtements qui est une marque incroyable, c'est une marque éco-responsable qui a été imaginée au Québec qui s'appelle Five Ants. C'est des vêtements super confortables. Je veux dire, moi, le lendemain et le surlendemain du 100 miles, j'ai visité la ville de San Francisco. On a fait 10 km de marche et j'étais dans les vêtements Five Ants et j'étais confortable comme pas possible. Donc, n'hésitez pas, c'est des vêtements qui sont vraiment super. Et puis, dernièrement, je suis devenu ambassadeur de la marque, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, il faudra que je leur demande, c'est Mammut ou Mammouth. Ah oui, je vois bien, venant de l'escalade, je vois très bien la marque, le logo, Voilà, mais c'est j'ai jamais exactement. su comment ça se prononçait. Ou Bah, ce que je ferais, c'est que je leur demanderais, puis je ferai un post là-dessus parce que je pour. pense qu'il doit avoir la prononciation à la française et puis, je pense un peu plus anglophone, qui doit pas être tout à fait la même. Ça se peut effectivement. Et donc, je suis devenu ambassadeur pour eux. Fait que là, ils ont envie de se lancer dans le trail un petit peu. Donc, je suis en train de tester ça et je ferai des retours sur les tests. Mais ce que je vois pour l'instant, c'est vraiment très intéressant. Ils ont sorti un sac d'hydratation, ils ont sorti des t-shirts, des shorts pour courir. C'est vraiment génial. OK, bah, très stylé, ouais, ça je savais pas, j'avais pas l'info. En tout cas, ouais, je vois très bien cette marque-là, ouais, au niveau escalade, je la vois parfaitement, mais je savais pas du tout qu'ils s'étaient mis en tout cas au trail. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi, Anthony, d'être venu sur le podcast pour partager ton expérience. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu échanger sur, bah, pas mal de points, d'avoir appris à te découvrir et puis d'avoir pu, échanger avant et après cette course. Un grand merci, à toi pour tout ça. Mais merci beaucoup Alex. Puis je vais prendre le temps de te remercier aussi parce que
C'est là, vous avez ce qu'on discute pendant le podcast, les gens qui écoutent, mais il y a aussi toutes les discussions qu'on a avant et après avec Alex qui sont super intéressantes. Moi, j'adore le principe du podcast, j'adore les questions que tu apportes qui sont vraiment très pertinentes. Et puis, je voulais dire un petit merci aussi à tous ceux qui passent sur le podcast parce que c'est pas facile d'arriver sur un podcast en annonçant quelle course on va courir, comment on s'entraîne pour cette course-là, comment on voit que la course va se passer, puis finalement revenir après la course et, et qu'on ait réussi ou pas réussi la course, on va venir débriefer, etc. C'est vraiment, c'est vraiment un effort qui est super intéressant à faire de partage envers les autres. Et je trouve ça très très intéressant. Alors bravo à Alex et bravo à ceux qui passent sur le podcast. Bah, merci à toi, puis merci d'avoir mis en avant et les invités, leur courage en tout cas, de venir, parler d'une aventure, oui, comme tu as dit, qu'ils ne connaissent pas encore le résultat. C'est un peu tout le principe du podcast, mais c'est vrai que ça demande, c'est pas toujours, évident, surtout quand ça se passe, pas comme on avait prévu. Mais, voilà, jusque-là tous, chaque personne en tout cas, je pense qu'il y a toujours du bon à apprendre et voilà, en tout cas de l'expérience à en tirer. Comme avait dit un invité, c'est pas un échec, c'est, un apprentissage. Donc je pense qu'à chaque fois, on peut tirer une leçon de tout ça et la partager. Je pense que ça peut aider, pas mal de gens et en tout cas, ouais, merci d'avoir mis, ce point-là en avant et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour la suite? Pour la suite, bah, de continuer à faire, des courses, aussi incroyables, que ça et puis que ça se passe bien et que je continue de franchir des lignes d'arrivée et de et de gérer aussi bien mes courses. Je pense que c'est ça qu'on peut me souhaiter de mieux. Et bah, parfait, bah, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite et puis merci encore à toi, Anthony, d'être, venu sur le podcast et puis au plaisir d'échanger, en dehors, jusque 2026 déjà pour suivre ce plan-là et puis on verra la suite ce que tu nous réserves encore. Ça marche, merci Alex. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.